Voilà, nous allons... Alors on est en direct. Florent, on est encore en direct. Mais allez-y, Ergoton du Premier ministre, en attendant que les invités arrivent, je ne sais pas si quelqu'un leur a dit de venir. Pour la politique ce soir, en mettant en cause la légitimité du futur, du président de la République, en se disant que eux ils seront prêts à faire l'alternance, alors même que ce seraient des premiers ministres qui seraient incroyablement mal élus de leur côté, avec une participation électorale aux élections législatives qui est probablement de moins de 50%, et donc qui poserait des problèmes de légitimité qui seraient probablement encore bien plus importants que ceux qui se posent autour de Emmanuel Macron et sa majorité qui pourrait être reconduite aux futures législatives. Alors, j'accueille nos trois invités qui s'installent. Ils sont venus avec leur sac à dos, leurs bouteilles, tout ça. Bienvenue. Omar Slaouti, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes conseiller municipal d'Argenteuil, co-auteur de Racisme de France. Rada Hatem-Gantzer, bonsoir et bienvenue. Vous êtes la fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis. Et François Gémen, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez l'Observatoire Hugo à l'Université de Liège. Et vous êtes un des co-auteurs des rapports du GIEC. Oui, c'est comme absolument. ça qu'on dit. C'est aussi pour ça que vous êtes là. Une première réaction peut-être tous les trois à cette réélection d'Emmanuel Macron qui s'y colle. Omar qui a préparé un long papier. Vous avez un long Oui. Allez-y, vous avez En quelques mots et après on très brièvement, autant vous dire que déjà dès le premier tour, on peut faire un petit coup dans le rétroviseur. Il y a eu une mobilisation très très forte dans les quartiers populaires. Et ça a été quand même un événement assez conséquent, avec beaucoup d'Arabes, de Noirs, de musulmans, de ceux qu'on appelle les racisés d'en bas, qui se sont fortement mobilisés et qui ont espéré que le vote sur Jean-Luc Mélenchon allait consacrer un tournant conséquent. Il y a eu déception et beaucoup d'amertume. Pour autant, on est particulièrement content qu'on ne soit pas passé avec Emmanuel Macron d'un racisme d'État à un État raciste avec Marine Le Pen. Et c'est pas une nuance quantitative, c'est vraiment une nuance qualitative. Et de ce point de vue-là, c'est un élément qui est important, mais ça augure évidemment, on le verra dans la discussion, un ensemble de luttes qui vont se profiler, parce qu'évidemment, on sait ce qu'a été les 5 années de Macron, ça c'est la seule bonne nouvelle que nous ayons, on sait ce qu'il a fait, et donc on sait à peu près comment il va falloir se positionner politiquement. Rada Hatem. Moi déjà je suis soulagée parce qu'en tant que binationale je risquais gros. Non, je suis très très contente parce que l'autre option était totalement inenvisageable, notamment dans mon métier, puisque les femmes, les précaires, les vulnérables et les migrants, c'est pas le sujet. Après, je partage tout ce que tout le monde a dit, entendre tous ceux qui n'ont pas voté ou qui ont voté par défaut ou par dépit, et je pense qu'on ne pourra pas refaire 5 ans de plus pareil. Il ne faut pas. Qu'est-ce qu'il ne faut pas refaire pareil ? Dans mon domaine à moi, qui est la santé, le droit des femmes, je pense qu'il faut passer des bonnes paroles, de la grande cause du quinquennat, à on fait comment ? L'hôpital est totalement exsangue, désenchanté, mes collègues démissionnent à tour de bras, je ne peux pas opérer parce qu'il n'y a pas d'infirmière au bloc opératoire, à Paris en 2022. Je pense que les problèmes sont très profonds et qu'on en a un peu marre du saupoudrage et qu'il faut vraiment, vraiment se donner la peine de comprendre les causes. Parce que ça fait, dans la santé, des années de mauvaises décisions, de numerus clausus absurdes, de T2A inadaptés, de fermeture de lits. Stop. Il faut s'arrêter et penser. On va y revenir. François Gémen. 3 choses. Moi, je suis dépité, terrorisé et réjoui. Alors, allons-y. Dans votre tête, ça ne doit pas être simple. Dépité parce que le climat a été battu au premier tour et ça, on ne pourra pas revenir là-dessus, malheureusement. Alors, on mentionne que vous aviez voté Yannick Jadot. Enfin non, j'ai pas voté, j'ai soutenu, mais j'ai pas le droit de vote. Oui, pardon. Donc, c'est pas grave, vous remuez le couteau dans la plaie. Terrorisé parce que 4 électeurs sur 4 ont voté pour Marine Le Pen. Il y a eu 72% de participation, ça veut dire que sur 10 personnes que je verrai dans le métro en rentrant, 3 ont voté pour une candidate raciste. Je trouve ça absolument terrorisant. Et puis réjoui parce que l'élection vraiment importante, je pense, de cette soirée, elle avait lieu en Slovénie, aux législatives, où le mouvement de la liberté, qui est un parti libéral de gauche écologiste, a battu les conservateurs du Parti démocrate de Slovénie. Ça veut dire qu'il va y avoir un changement de gouvernement en Slovénie et ça veut dire que Orban
perd son dernier véritable allié en Europe. C'est très important. Il y a déjà eu une scission au sein du groupe de Visegrad avec la Pologne, la Slovaquie et la Tchéquie qui s'éloignent de la Hongrie, et désormais la Slovénie va aussi s'éloigner de la Hongrie. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, puisque Orban non seulement ne gagnera pas une alliée supplémentaire en la personne de Marine Le Pen, mais perd son dernier allié en Europe. Regardons donc tous vers la Slovénie ce soir. C'est la bonne nouvelle de la soirée. En effet. Alors, on va d'abord regarder du côté du Champ de Mars, mais je crois que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à regarder. Emmanuel Macron, fidèle à sa réputation d'homme en retard et de maître des horloges, n'est toujours pas arrivé. On va faire un détour peut-être par Thibaut. Qu'est-ce que tu dessines, Thibaut? Il est en retard parce qu'il regarde l'émission. Eh ben, ça, on Quelle imagine bande de bien. rabat-joie. Quelle bande de rabat-joie. Ah bah, s'il venait, ce qu'il n'a pas fait, il verrait qu'on est très sympathique et très riant. Rada Hatem, je reviens sur ce que vous avez commencé à dessiner de votre analyse de la situation. Effectivement, donc la grande cause du quinquennat 2017-2022, c'était la fin des violences contre les femmes. Il a remis cette cause, en tout cas l'égalité femmes-hommes, comme nouvelle grande cause du quinquennat à venir. Est-ce que, compte tenu de ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait, vous avez confiance sur le fait que cette grande cause sera réellement une grande cause? Et pour que ça soit le cas, que faut-il faire? Alors, j'ai relativement confiance parce que je pense que parmi les gens qui ont pris cet engagement au pied de la lettre, dont moi, une partie est très déterminée à faire en sorte que il faut aller plus loin et qu'on ne peut pas se contenter. Beaucoup a été fait. Je ne cracherai pas sur le bilan parce que ça fait des années que les femmes et les enfants se font violenter et qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, quand même, ça a été vraiment une question traitée, mais avec encore beaucoup de promesses, beaucoup de tours de passe-passe pour faire croire qu'on a fait plus que ce qu'on a fait. Bon, ça c'est la politique. Je pense qu'aujourd'hui, on a des pistes pour aller plus loin, notamment dans le dépistage. Plus de soignants formés, plus de policiers formés, plus de magistrats formés, une justice qui va plus vite et qui frappe plus fort. Des victimes mieux accompagnées, parce que le principe de la présomption d'innocence, ça pose problème quand même dans ces questions-là. Ça veut dire qu'on laisse des gens en danger avec un agresseur parce qu'on n'est pas tout à fait sûr. Il y a des fois où, quand on n'est pas tout à fait sûr, il faut d'abord protéger et attendre d'être sûr, pas le contraire. Donc il y a plein de choses qui se font pas encore tout à fait bien. Et bien qu'aujourd'hui, par exemple, on ait donné l'ordre de faire beaucoup plus vite sur ces questions-là. Le problème, c'est que les magistrats qui se voient, et les policiers, obligés de traiter très très vite les violences, négligent tous les autres dossiers, se retrouvent totalement submergés, se suicident. Enfin voilà, on sait ce qui ne va pas, et je pense qu'il va falloir accepter de mettre les moyens pour que ça change. Quand Emmanuel Macron dit je vais faire différemment, je vais faire un débat permanent, et ça viendra d'ailleurs sur la question de l'écologie, notamment, ou aussi des discriminations par ailleurs et de la société. Quand il dit ça, il dit je vais faire une autre méthode, je vais faire un débat permanent. Qu'est-ce que vous y croyez? Non. Non, le débat permanent, pas trop. Après, sur la santé, ils avaient à peu près tous la même position. Il faut de l'argent, il faut des infirmières. C'était un peu la liste au Père Noël. Mais il faut des infirmières. Ok, on n'en a pas. Et il suffit pas de dire qu'on va les payer mieux. Et on n'en trouve pas, c'est ça? On n'en trouve pas. Ouais. Et alors on a ouvert plus de numerus clausus, y compris pour les infirmières. Mais on est peut-être moins exigeant aussi sur le recrutement. Enfin, on met des solutions temporaires, de solution temporaire en solution temporaire. Le fossé s'agrandit. L'hôpital va vraiment très mal. Mais aussi mal que l'éducation nationale. Et aussi mal, j'en profite pour parler de mes amis policiers. Nous, à la Maison des Femmes, on travaille avec des policiers bienveillants. Et eux aussi, le service public de ce côté-là est en déshérence. Et je ne parle même pas des enseignants avec lesquels je travaille aussi dans le cadre des séances de prévention, totalement désespérés. François Gémen, j'ai une petite question pour vous. Vous avez tous soutenu Yannick Jadot. Ce soir, il n'y a pas un coin dans votre tête où vous vous dites, je suis sûr que c'est la réaction des gens qui nous regardent sur YouTube et qui commentent frénétiquement, qui disent, voilà, mais il a voté Jadot, voilà pourquoi on en est là ce soir. Enfin, vous n'avez pas voté. J'ai pas voté, donc j'ai vraiment. Vous avez. Bon, pardon. Très tranquille, donc tu peux pas dire que c'est une voix. Les 4,5% de Jadot, etc. Les 3% de Roussel, ça fait ce soir, ça fait qu'un deuxième tour où il n'y avait pas la gauche. Alors, vous dites, moi je considère que l'écologie c'était le choix de Yannick Jadot. Donc. Et pas que ça.
en réalité. Et donc, moi, j'ai absolument aucun regret d'avoir soutenu Yannick Jadot, parce que, pour moi, les positions de Jean-Luc Mélenchon sur l'Ukraine, c'est-à-dire le refus d'un embargo sur le pétrole et le gaz russe, était quelque part une position qui conduisait à quelque part laisser se poursuivre la guerre et laisser se poursuivre le massacre. Je ne travaille pas sur le climat juste pour le climat. Moi, ce qui m'amène au climat, ce sont les droits humains qui sont mis en cause par le climat. Et donc, si on a quelque part un candidat qui fait passer cette question des droits humains derrière des questions économiques, eh bien, quelque part, j'ai envie de dire qu'il ne peut pas représenter la question du climat. Je ne vais pas nier le fait que sur son programme, si on regarde les mesures, effectivement, c'était d'une ambition comparable avec le programme de Yannick Jadot, mais pour moi, la question des positions internationale de Jean-Luc Mélenchon, c'est une question qui est indépassable parce que c'est une question qui touche à les droits humains. Et donc je ne suis pas prêt à avoir la gauche, juste pour dire qu'on a la gauche au deuxième tour. Omar Slaouti, vous, la question des droits humains, vous la connaissez un peu quand même. Donc, comme tout le monde disait, c'est pas l'apanage simplement de ceux et celles qui subissent des discriminations en continu. D'ailleurs, les discriminations, elles sont aussi genrées, ça a été dit. Mais au-delà des positions personnelles des uns, des unes, des autres dans cette affaire-là, il y a quand même des logiques d'appareil qui se sont manifestées. Et ce sont ces logiques d'appareil qui nous ont mis dedans, pour dire clairement les choses. Bon. C'est-à-dire écoutez, c'est clair, il suffit de sortir la calculatrice. Très concrètement, on a raté un face-à-face Macron-Mélenchon. C'est ça le problème aujourd'hui massif, où il y avait des véritables alternatives opposées. Marine Le Pen partage le logiciel néolibéral de Macron. À quelques nuances près, et encore, des toutes petites nuances, y compris sur la question de la retraite. Bon à mal an, quand on ajoute les annuités dont elle parle, aide, cotisation, etc., on arrive à une retraite à 65-66 ans. Il y a strictement des feuilles de papier à cigarette qui les séparent. Le fond de l'affaire, c'est qu'ils étaient sur des orientations, on pourrait dire, un petit peu différentes concernant des questions sociétales, mais même là-dessus, on avait du mal. Alors qu'avec Mélenchon, on avait réellement un autre projet de société. Donc on pouvait tout discuter, y compris les questions internationales. Tout ça pouvait évoluer dans des rapports de force ou de discussion, parce qu'on a nécessité d'être intelligent dans ces moments-là. Et ça, on ne l'a pas eu. Donc la problématique aujourd'hui est la suivante. On va avoir, moi, je ne partage pas complètement votre espérance, mais peut-être que Attention, c'est Cato. Oui, on a dit pareil. Bon, écoutez, c'est pas que Cato. L'espérance parfois fait vivre, et en l'occurrence, je peux vous assurer qu'il y avait une dose d'espoir dans les quartiers populaires. Il y avait cette idée de pouvoir faire en sorte que les questions de discrimination raciale ne viennent pas à chaque fois polluer sans cesse, cette racialisation de la société, l'ensemble des débats politiques. Dans les quartiers populaires, on demande des services publics, on demande des écoles qui fonctionnent, on demande des hôpitaux. Du reste, comme dans la ruralité la plus profonde, et c'est pas du tout méprisant quand je le dis, mais on a besoin aussi de ces services publics. On sait que les services publics, c'est le meilleur moyen de redistribution sociale, bien plus que les autres moyens de redistribution qui existent au jour d'aujourd'hui. Les privatisations, évidemment, elles ont commencé sous la gauche. Jospin a la palme d'or en termes de privatisation. On connaît la responsabilité de la dans cette affaire-là, mais l'état de l'hôpital, mais de manière, moi je suis enseignant des écoles, c'est tout ce fonctionnement-là de privatisation. Et le modèle justement de Macron à Marseille, de cette école libérale qu'il est en train de mettre en place sur ce modèle américain anglo-saxon, on le sait, ça va se traduire par des inégalités scolaires encore plus importantes, comme il y a des inégalités face à la santé. Et ce que nous savons tous, c'est que Macron est un néolibéral assumé. Les inégalités sociales vont se creuser, les riches seront de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, moins de services publics. Et la question est la suivante, il y a un potentiel insurrectionnel majeur aujourd'hui. Il va y avoir des révoltes dans les quartiers populaires. Dire ça, c'est pas le souhaiter de là d'où je suis. De fait, on a une police, des gendarmes qui, sondage, 80%, on dit qu'ils voteront Front National. Et il y a un an, police nationale, Cevipof, 70% d'entre eux disent qu'ils vont voter Front National. Nous savons, en tous les cas c'est notre analyse, que la police est structurellement raciste. Ce qui ne veut pas dire qu'ici et là, il n'y a pas des policiers qui ont une déontologie qui soit particulièrement correcte et satisfaisante. Mais de fait, il y a des tensions dans les quartiers populaires extrêmement fortes. Je vous renvoie d'ailleurs à ce qui s'est passé récemment, ces deux femmes qui portaient un foulard qui se sont faites agresser en banlieue parisienne. On va avoir des tensions graves, sans doute des morts dans les mains de la police et des révoltes comme il y en a eu en 2005. Et la vraie question,
pour l'ensemble de celles qui se revendiquent de l'émancipation sociale. Et j'y mets d'ailleurs la question écologique. Dans ma ville, Argenteuil, il a fait partie des 10 villes les plus polluées au monoxyde d'azote et dioxyde d'azote. Dans un contexte de Covid, vous imaginez ce que ça peut vouloir dire, tout ce qui est maladie pulmonaire, etc., avec toutes les décompensations qu'il peut y avoir à ce moment-là. Donc les questions écologiques, les questions sociales, les questions de fin des discriminations raciales, ce sont des questions et de répartition des richesses, ce sont des questions qui sont éminemment liées. La vraie question, c'est est-ce que nous serons capables, nous, de faire un tour social, peut-être pas le 3e dont rêve Mélenchon aux législatives, mais un vrai tour social qui puisse nous unir dans les luttes, en disant fin de toutes les discriminations, partage des richesses. Il va falloir mettre les baskets. Mais si je peux me permettre, je ne suis pas d'accord. Évidemment, le projet de Jean-Luc Mélenchon est fondamentalement différent de celui de Marine Le Pen. Bien entendu, le 2e tour aurait été fondamentalement différent, même si je pense qu'il aurait conduit au même résultat, c'est-à-dire à la réaction d'Emmanuel Macron. Mais je pense qu'on ne peut pas réduire ça à des questions d'ego ou à des querelles d'appareil. Il y a 2 programmes qui sont fondamentalement différents, notamment dans leur approche internationale. Vous avez un programme, celui de Jean-Luc Mélenchon, qui est une aspiration souverainiste, et vous avez un programme, celui de Yannick Jadot, qui est très clairement européen et internationaliste. Et je pense que sur le climat, ça fait une différence fondamentale, parce que la coopération internationale en matière de changement climatique est fondamentale, et elle repose sur la logique d'alignement des engagements des pays les uns sur les autres. Et donc, si vous avez une doctrine de pays non alignés, ce qui est l'essence de la doctrine internationale de la France insoumise, et bien quelque part, ça ne colle pas avec ce que doit être la coopération internationale sur le climat. C'est une coopération qui est par essence pour les autres, qui n'est pas pour ses propres intérêts, mais pour les autres. Et donc, il y a 2 projets qui sont fondamentalement différents sur un enjeu majeur. Et je ne suis pas d'accord pour dire que le programme de Jean-Luc Mélenchon était aussi écologiste ou aussi pro-climat que celui de Yannick Jadot, parce qu'il y a pour moi cette différence majeure qu'on a sciemment ignorée. Et donc, le résultat aujourd'hui, c'est que LFI va absorber les écologistes et les socialistes qui vont disparaître. Et donc, voilà, on va se retrouver avec les Insoumis comme la seule force de gauche. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça donnera. À mon avis, ils vont se diviser. L'histoire recommencera dans 5 ans. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le jour 1 du nouveau quinquennat Macron. On débriefe la présidentielle et on s'intéresse à ce qui va suivre les législatives avec le sociologue Étienne Ollion et 3 femmes, 3 militantes, 3 candidates qui aimeraient enfin que l'Assemblée nationale ressemble à la société. Elles s'appellent Nadera Belletrèche, Rachel Keke et Loumir Laprey. Elles sont nos invités ce lundi 25 avril. Bienvenue, c'est à l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Hier soir à 20h, la tête d'Emmanuel Macron est apparue dans vos télés. Le président de la République réélu avec 58% des suffrages exprimés, avec 42%. Marine Le Pen est battue. Un scrutin marqué encore une fois par la forte abstention au 2e tour d'une présidentielle, la plus forte depuis 1969. 13,5 millions d'électeurs qui ne se sont pas déplacés. 2 200 000 bulletins blancs, 800 000 bulletins nuls. Se profilent déjà les législatives. Ce sera le 19 et 26 juin. Bonsoir à vous, Étienne Ollion. Je crois que ce sera le 12 et le 19 juin. Ce sera le 12 et le 19 juin, voilà, ça sert à ça d'avoir des experts sur le plateau. 12 et 19 juin, bien sûr. Bonsoir Étienne, à nouveau. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS et les députés, le Parlement, c'est votre rayon. Vous avez publié ce livre, Les candidats novices et professionnels en politique, c'est paru aux presses universitaires de France. Une enquête sociologique à l'Assemblée nationale sur la façon dont nos élus sont notamment sélectionnés. Mais d'abord, avec vous, 2 mots sur cette présidentielle. On a à peu près tout dit ces derniers jours et dernières semaines sur cette drôle d'élection, l'épuisement démocratique et l'abstention, la poussée électorale au premier tour de la France insoumise, la bérésina de LV et du PS, la poussée du RN qui fait un score historique, le barrage contre l'extrême droite qui a mine de rien encore fonctionné, et notamment parce que les électeurs de gauche ont fait le boulot. À ce bilan-là, qu'est-ce que vous voulez rajouter ? Qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé dans cette élection ? Alors je ne sais pas s'il faut rajouter quelque chose, parce qu'on a déjà été pris dans un maelstrom de propos en fait, qui vont dans tous les sens, et je crois qu'il est surtout temps en fait, de tourner cette page. Et je remarque d'ailleurs que dès aujourd'hui, vous enjambez presque le résultat pour passer déjà et vous projeter dans l'avenir. Et je pense que c'est de bonne politique, parce qu'évidemment, le gouvernement ne pourra pas, le président ne pourra pas gouverner sans un gouvernement, et le gouvernement lui-même tiendra des législatives. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est sain d'aller assez rapidement, mais si je devais retenir un terme, en fait, il me semble que ce serait, et c'est regrettable, le terme de normal. On a eu une campagne et une élection normale, et quand on a l'extrême droite au pouvoir, avoir une élection normale où on ne se mobilise même pas le soir massivement, le soir du second tour, c'est un problème.
On a un nouveau paysage politique désormais avec, on pourrait dire, 3 ou 4 pôles, pour être plus exact, autour d'Emmanuel Macron, de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen, et puis un quart de l'électorat, même si c'est pas toujours les mêmes à chaque élection, qui s'abstient. Est-ce que ce paysage, d'abord, il est inquiétant? Oui, parce qu'il faut juste dire, c'est un nouveau paysage politique qui s'installe, et c'est dans ce cadre-là qu'il faut désormais évoluer. Et à quoi il faut s'attendre dans les prochains jours? Est-ce qu'il faut s'attendre à de grandes manœuvres, à nouveau de grands déplacements à droite et à gauche, peut-être même à l'extrême droite, en prévision justement des législatives qui arrivent? Oui, je pense en effet qu'on est dans une situation où on va avoir énormément de manœuvres et de déplacements qui vont se produire. Et c'est assez normal parce que les législatives, je pense que vous le savez chez Mediapart et vos téléspectatrices, téléspectateurs le savent aussi, mais c'est vraiment le nerf de la guerre de la vie politique contemporaine en France. C'est le nerf de la guerre financier d'abord, parce que au premier tour des élections législatives, chaque voix que vous allez donner à un parti lui permettra d'être financé à hauteur de un peu plus d'1,50 €. Et donc pour les années qui suivent, annuellement, et donc évidemment pour les partis c'est une manne exceptionnelle, et tout ça, ça sous-tend toute une série des négociations qui vont avoir lieu à droite comme à gauche et du côté d'Emmanuel Macron, et y compris au sein du Front National qui pourrait être tenté en fait de vouloir négocier avec Éric Zemmour ou pas, justement pour l'empêcher d'exister financièrement et donc lui retirer cet oxygène-là. Donc ça c'est la première raison, et la deuxième raison c'est, comme on le disait tout à l'heure, un président sans majorité, c'est un président de cohabitation qui a des pouvoirs sous la 5e extrêmement limités, et que donc il y a un vrai enjeu à l'heure actuelle pour La République En Marche, mais aussi pour les autres partis, de tenter de s'imposer et d'exister à l'Assemblée nationale. Alors, vous l'avez dit, dès hier soir, déjà sur les plateaux télé et dans les QG des candidats, la bataille des législatives, elle a été lancée avec par ordre d'apparition Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise. On l'écoute. À toutes et à tous, je dis, ne vous résignez pas. Au contraire, entrez dans l'action, franchement, massivement. La démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap. Le 3e tour commence ce soir. Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives. Vous pouvez battre M. Macron et choisir un autre chemin. Le 12 et 19 juin, un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité, je dis bien une majorité, de députés de la nouvelle Union populaire qui doit s'élargir. Le bloc populaire qui s'est constitué autour de ma candidature à l'élection présidentielle est dans ce pays, dorénavant, le tiers-État qui peut tout changer. En vous appelant à m'élire comme Premier ministre, je vous appelle en vérité à faire vivre un nouvel avenir en commun pour notre peuple. Alors Étienne Ollion, il nous dit Jean-Luc Mélenchon hier soir, le 3e tour commence ce soir, élisez-moi Premier ministre. Est-ce que la France Insoumise, éventuellement alliée à d'autres, savoir dans quelle constellation politique, peut espérer une majorité même relative pour les élections législatives? Difficile à dire, comme on l'a dit, le climat est relativement gazeux, l'électorat, je ne sais pas s'il est volatile, mais en tout cas les alliances ne sont pas encore constituées. On ne sait pas très bien encore ce que va faire Emmanuel Macron non plus, avec l'OPA qu'il tente de faire sur une partie de la droite. On ne sait pas très bien ce qu'il a pu éventuellement négocier avec certaines personnes, comme Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, les députés LREM eux-mêmes ne savent pas à l'heure actuelle à quelle sauce ils vont être mangés et s'ils vont être réinvestis. Donc toute prévision dans ce domaine-là est, à mon avis, assez difficile à faire. Alors ensuite, on peut quand même essayer de regarder un peu dans le rétroviseur et se dire, voilà, comment ça fonctionne d'habitude. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce d'appel d'air dans l'enchaînement présidentiel législatif qui se produit, appel d'air qui favorise depuis 2002 la majorité en place. Cette fois-ci, il y a une situation un petit peu différente puisque, justement, on se retrouve avec presque 2 mois entre la présidentielle, le second tour, et le premier tour des législatives. Donc on pourrait
imaginer que plus de choses puissent se produire, que le gouvernement nommé fasse des fautes politiques. On a entendu Bruno Le Maire ce matin évoquer par exemple un 49.3 sur la réforme des retraites, ce qui sont probablement les deux chiffons les plus rouges qu'on peut s'agiter en ce moment. Les deux ensemble. Et il fait les deux ensemble en même temps. Et donc le risque évidemment, c'est que ce genre de phrases multipliées produisent soit une démobilisation, soit au contraire une mobilisation dans l'autre sens. Donc dans cet ordre-là, on pourrait imaginer que se constituent des coalitions à gauche comme à droite qui viennent contrarier les desiderata du président Macron. Il n'en reste pas moins que les électoralistes disent souvent l'abstention sera clé. Je pense que l'abstention sera très importante. Pourquoi ? Parce que il faut, pour pouvoir avoir des triangulaires qui sont, à mon avis, une des conditions d'une majorité de gauche ou de droite qui ne soit pas macroniste, qu'il y ait beaucoup de triangulaires. Or, quand il y a une forte abstention, pour se maintenir au second tour et qu'il y ait ces triangulaires-là, c'est très difficile, il y en a eu très peu en 2017, et donc c'est peut-être ça une des leçons à retenir pour les personnes qui veulent s'opposer à Emmanuel Macron. Et l'abstention va compliquer le jeu en effet, puisque le seuil c'est 12,5% des inscrits, c'est ça ? 12,5% des inscrits, ça veut dire en gros que si vous avez 50% d'abstention, ce qui n'est pas complètement irréaliste au premier tour, vous devez avoir 25% du corps électoral qui s'est exprimé. Et donc évidemment, ça devient assez compliqué, en tout cas en l'absence de coalition très claire d'un bloc. Alors, on va l'évoquer rapidement. Marine Le Pen hier a évoqué une forme de victoire, même si elle avait perdu devant ses soutiens, sans un mot pour son adversaire par ailleurs, et le regard, elle aussi, tourné vers les législatives, en laissant entendre, elle aussi, que c'était possible d'avoir beaucoup de députés RN. Quels sont les obstacles du RN, malgré le score important de Marine Le Pen à cette présidentielle, pour les législatives ? On sait toujours que c'est un scrutin qui ne leur réussit pas forcément. C'est un scrutin qui réussit, assez peu au Front National, mais qui pourrait cette fois-ci être quand même un petit peu meilleur, puisque les scores qu'elle a réalisés dans tout un tas de régions et de circonscriptions, je regardais ça rapidement, je pense que les électoralistes feront le travail dans les jours qui viennent, ils sont déjà au travail, nous montrerons ça, mais le FN s'est maintenant vraiment implanté, en fait. Et donc, il me paraît assez possible, avec beaucoup de réserves encore une fois, mais que Marine Le Pen parvienne à avoir plusieurs dizaines, voire peut-être même plus, de députés, sauf éventuellement s'il y avait une mobilisation très forte, des désistements. Est-ce qu'il y aurait un désistement dans le cadre triangulaire entre un bloc de gauche et un bloc macroniste ou pas ? Ça, c'est une des interrogations qui va se produire. Emmanuel Macron a beaucoup appelé, avec ses soutiens, à un front républicain. Est-ce que s'ils arrivaient en troisième position d'une triangulaire, ils feraient ce front républicain ? Ouais. Une question à poser. Bonjour à toutes les trois. Je l'ai dit, vous êtes trois femmes de gauche engagées dans divers combats, toutes trois candidates aux élections législatives, et vous allez nous dire pourquoi. Je vous présente Rachel Keke, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été la figure du combat des femmes de chambre d'Ibis Batignolles à Paris. C'est une très longue lutte de 22 mois. Nous vous avions suivi, c'était le 9 septembre 2020, lors d'une de vos nombreuses actions devant le siège du groupe hôtelier Accor. Avec d'autres, vous aviez pris la parole. Le travail de la femme de chambre doit être visible. On doit nous respecter. On doit arrêter les harcèlements moraux, les harcèlements sexuels dans les hôtels. Nous, les femmes de chambre, nous ne sommes pas des déchets du groupe Accor. Nous ne sommes pas des déchets du groupe Accor. Nous disons non. Rachel Keke, c'est une lutte qui a payé. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 mots ? Mais c'est une lutte qui a beaucoup payé, comme on peut dire, parce qu'on a eu quand même 99% de nos revendications. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. On ne regrette pas aujourd'hui de faire ce combat. Parce que vous savez, avec l'exploitation, avec la sous-traitance, c'est pas facile. Donc, quand vous souffrez, quand vous êtes exploité, quand vous êtes esclavagisé dans ce métier, il faut sortir pour dire stop. Et ça marche. Alors, vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et on a appris récemment dans le magazine Elle que vous seriez candidate LFI aux législatives dans le Val-de-Marne où vous habitez. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, dans le 94. Voilà. Nadera Belletrèche, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez dans une administration, vous avez fondé un collectif anti-discrimination après l'embrasement des quartiers en 2005 qui s'appelait Racaille de France et vous avez cofondé le collectif féministe et antiraciste 1001 lesbiennes et queer. Vous militez contre les LGBT-phobies et vous êtes à ce stade candidate écologiste à Paris pour les législatives. Je mets à ce stade à chaque fois parce que justement ça va faire partie de la discussion. Loumir Laprès, vous êtes activiste du mouvement climat et vous avez pris la décision, il y a plusieurs mois déjà, de vous présenter, alors vous c'est intéressant, aux législatives dans la 2e circonscription de l'Ain, votre département, une zone périurbaine dont le député
a depuis toujours été un député Les Républicains. Donc combat pas simple, a priori, quand on milite pour le climat. D'abord, rapidement, à toutes les trois, on sort de cette présidentielle. Comment vous l'avez vécu? Alors, on est tous d'accord, c'est une séquence dont on veut sortir, mais comment vous avez vécu ça, Nadera? Alors moi, de manière assez douloureuse et violente, puisque c'est quand même une campagne qui a été marquée par une domination des thèmes antiracistes, racistes, islamophobes, et par des théories xénophobes meurtrières comme la théorie du grand remplacement. Aujourd'hui, encore une fois, le Front National est aux portes du pouvoir, et moi, j'y vois quand même le résultat de 5 ans de stigmatisation des musulmans, des quartiers populaires, de diabolisation des militants antiracistes, et puis aussi, alors je pense évidemment à la loi sur les séparatismes, à la dissolution d'associations antiracistes sans procès. Je pense aussi à ce que j'appelle l'offensive fémo-nationaliste du gouvernement, et notamment à travers Marlène Schiappa, qui a essayé de nous faire croire pendant 5 ans que le patriarcat n'existe que dans les quartiers populaires et dans la communauté musulmane et pas partout ailleurs. Bref, bilan mitigé, là, quand même, en vous écoutant, Loumire, l'après. Moi, je l'ai vécu sur le terrain, donc c'était assez intéressant parce que je l'ai vécu à travers les yeux des gens. On fait campagne depuis 6 mois maintenant. Et c'était pas réjouissant. Et en même temps, donc moi je viens d'une zone où les gens sont plutôt conservateurs, beaucoup de votes Le Pen. J'ai été agréablement surprise par le fait que le vote Zemmour soit pas si important chez nous et que l'explication du vote Marine soit largement sociale, dans une zone où la plupart des gens sont précaires. C'est ça qui a c'est la raison qui est donnée par l'immense majorité des gens qui disent voter Marine Le Pen. Alors c'est sûr qu'il y a des gens racistes, islamophobes dans le lot. Je remets pas ça en cause, mais je dis quand même que la plupart des gens qui disent voter Marine Le Pen le font pour la retraite, l'augmentation du SMIC, etc. Donc ça c'est plutôt réjouissant dans le sens où on a un autre candidat qui portait ça, Jean-Luc Mélenchon, qui a lui aussi quand même fait de très bons scores. Malheureusement, pas énormément dans la France périurbaine. Et pour moi, la conclusion de cette présidentielle, c'est qu'on doit raccrocher la France périurbaine et rurale populaire à la gauche, qu'on peut le faire, mais qu'on ne sait pas le faire encore aujourd'hui. Rachel, Kéké, un petit mot sur cette présidentielle. Comment vous l'avez vécu, vous? Mais très mal, parce que, beaucoup ne voulaient pas de Marine Le Pen. Parce qu'ils avaient peur, ils se disaient avec Marine Le Pen, c'est le danger, il faut voter Macron. Mais Macron aussi, c'est aussi le danger parce qu'on a vu les 5 ans qu'il a fait, ça ne s'est pas très bien passé. Donc en fait, les gens, ils hésitaient, soit on vote Marine Le Pen, soit on vote Macron. Je vote blanc. Il y a d'autres qui disent, dans ce cas, dans tous les cas, on vote blanc. Donc voilà. Ils ont voté Macron parce qu'ils ont eu peur, en fait, de Marine Le Pen. Voilà. Ils ne voulaient pas de Marine Le Pen, donc voilà. Donc c'est là, Macron est président, donc on va faire avec. Et puis on va essayer de lutter aussi. On va essayer de lutter et puis aller de l'avant pour que la gauche s'installe à l'Assemblée nationale. Comment vous avez passé le pas de la lutte Ibis-Batignolles à se dire, tiens, je pourrais éventuellement être candidate aux législatives. C'est pas un pas forcément facile à franchir. C'est pas le même espace, c'est pas la même chose, quoi. Est-ce que ça a été assez naturel ou est-ce que c'est finalement la suite logique? Mais je vais dire que ce qui s'est passé dans notre hôtel, c'est aussi politique. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un de politique, mais ça nous oblige en fait à faire la politique. Parce que à l'Assemblée nationale, c'est là-bas on vote les lois. C'est là-bas on décide beaucoup de choses. Et vu que nous qui faisons le travail essentiel, on n'est pas trop défendus parce que à l'Assemblée, parce que je me rappelle que Ruffin avait mis une loi pour que quand même les femmes de ménage de l'Assemblée nationale soient payées à 10 € de l'heure et ils ont rejeté complètement cette loi. Pourquoi? Parce que c'est des cadres qui sont dans les assemblées nationales, ils ne savent pas exactement, ils ne sont pas sur le terrain, ils ne savent pas comment on vit, comment on souffre. Donc arrivé un moment, nous qui faisons le travail essentiel, moi je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas tenter
de faire quand même la politique, de parler de ça, avec ce qu'on vit, les harcèlements sexuels surtout. Il n'y a même pas longtemps, la semaine passée, il y a un client qui a montré son sexe à une collègue. Et on ne peut pas... tout de suite, le client, il a été protégé par le groupe Accord. Donc, c'est un truc où c'est une chose où il faut aller à l'Assemblée dénoncer pour faire comprendre aux gens qu'il y a la réalité qui existe, voilà, dans la vie, surtout en France. Voilà, donc moi, franchement, mon souhait, c'est d'être candidate et de gagner cette élection, parce que ma conviction d'aller... Il n'y a pas qu'une femme de chambre, hein. Il y a les auxiliaires de vie, regardez dans les EHPAD, les femmes qui s'occupent des personnes âgées, elles ont 12 personnes âgées à s'occuper. Et après, on vient dire que les personnes âgées sont maltraitées. Elles sont débordées de boulot. Il y a les femmes qui s'occupent des enfants à la crèche, qui ne s'asseyent même pas à terre. Quand elles se lèvent, elles ont mal au dos. Il y a les éboueurs, il y a des agents de sécurité qui s'arrêtent toute la journée. Souvent, ils ont des pauses de 30 minutes, ils reviennent, ils n'ont même pas de chaise pour s'asseoir. Donc, il y a tout, comment on appelle, c'est essentiel qu'il faut dénoncer à l'Assemblée nationale et voter des lois concrètes pour qu'on puisse avoir notre dignité. Parce que ce métier nous fait perdre la dignité. Et arrivé un moment, on peut dire stop. Mais en disant stop, c'est dans l'Assemblée et voter les lois concrètes. Nadera Belletrech, vous avez co-signé ce week-end sur Mediapart une tribune avec une centaine de militants, en majorité des militantes en réalité, ou élus écologistes. Son titre, c'est « Pour une Assemblée nationale qui nous ressemble ». Ça fait écho avec ce que disait à l'instant Rachel. Je vais en lire quelques lignes parce que c'est intéressant. Ces derniers mois, des appels ont été lancés pour investir aux législatives des candidatures en capacité de représenter cette France qui existe en dehors des salons feutrés, des lieux de pouvoir. Mais aujourd'hui, nous nous inquiétons qu'un grand nombre de ces candidatures soient menacées. Dites-vous, il est temps que les partis de la gauche écologiste laissent siéger celles et ceux qui nous ressemblent, qui pourraient donner envie aux plus jeunes de s'intéresser à la politique. Nous ne laisserons plus nos voix confisquées et nos corps invisibilisés. Pourquoi avoir fait cette tribune, sachant que vous étiez déjà désignée candidate aux législatives? Est-ce que c'est parce que justement arrivent maintenant des discussions? Qu'est-ce que vous craignez dans cette période? Alors, moi, je pense que ce qu'on a raté pendant cette présidentielle, c'est pas simplement le rassemblement à gauche. Ouais. Le fait qu'il n'y ait aucune candidate ou candidat, par exemple, racisé, qui réussit à réunir 500 signatures pour se présenter à la présidentielle, ça doit nous interpeller et ça a des conséquences très lourdes sur des millions de personnes racisées, notamment, qui ne se reconnaissent pas dans les institutions. Alors, dans certains partis, on sait qu'il y a eu des discours en amont pour effectivement aller chercher des militants de terrain, des candidats, des candidatures antiracistes, féministes, etc. Là, l'étau se resserre parce qu'effectivement, il y a des partis qui ont fait des pas très bons scores. Notamment, et du coup, il va falloir choisir quelles sont les candidatures qu'on maintient. Et ce qu'on sait des négociations, c'est qu'il y a tout de suite une rétractation et on va d'abord prioriser sur protéger les candidatures des cadres qui sont pour la plupart issus des groupes sociaux dominants, donc plutôt des hommes, plutôt hétérosexuels, plutôt bourgeois, plutôt... voilà, je crois que j'ai tout dit. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est que on appelle les partis qui sont favorables à l'union de gauche à maintenir les candidatures féministes, antiracistes, LGBT, en situation de handicap, précaires, jeunes. C'est ça aussi le renouvellement de la démocratie, c'est aussi présenter des visages qui ressemblent aux Françaises et aux Français. Et surtout, ces personnes sont aussi issues des groupes sociaux les plus discriminés et les plus exposés aux violences. Donc aujourd'hui, on estime qu'on peut pas, la gauche ne pourra pas se recomposer sans nous, sans les premiers concernés. Bonsoir, nous sommes le mardi 26 avril 2022. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue. Au sommaire de cette émission, la question du consentement et de l'institution judiciaire face aux affaires de violence sexuelle. C'est au cœur d'un documentaire qui raconte le procès du viol du 36 quai des Orfèvres. Une histoire fort médiatisée qui a commencé avant MeToo et s'est achevée après. Nos invités sont sa réalisatrice Ovidie et la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Maillefer. Mais avant cela, Sandrine Rousseau est avec moi sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Vous avez été candidate à la primaire écolo face à Yannick Jadot, candidate écoféministe, et vous avez réuni 49% des voix. Vous avez été investie par Europe Écologie Les Verts dans la 9e circonscription de Paris. Depuis, des négociations ont commencé entre votre parti et l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon pour parvenir à un accord aux législatives des 12 et 19 juin. Et ce matin, nous avons révélé dans Mediapart, sous la plume de Mathieu Dejean, que vous ne seriez pas candidate aux législatives. Pas.
En tout cas, vous n'aviez pas à ce jour cette circonscription comme prévu. Que s'est-il passé ? Mais je ne peux pas répondre à ce qui s'est passé en détail puisque je ne suis pas dans les négociations, mais manifestement, cette circonscription a disparu. Et moi, en fait, c'est pas une histoire de ma circonscription ou de ma candidature, c'est comment on fait une assemblée de coalition, un gouvernement de coalition qui va jusqu'à Matignon, et comment on fait en sorte que toutes les tendances, toutes les lignes soient représentées et qu'on crée comme ça un espoir, qu'on fasse se lever les gens. Moi, j'ai incarné pendant toute cette primaire une autre manière de faire de la politique, j'ai incarné un autre discours. Bon voilà, après on peut l'aimer, pas l'aimer, moi c'est pas le sujet. Le sujet c'est que ça a levé des foules manifestement puisque je finis à 49% de la primaire et que là maintenant il y a vraiment un enjeu, c'est qu'on ne rentre pas dans des espèces de guéguerres de partis dont on sait exactement comment elles se déroulent mais dont on sait aussi qu'elles sont mortifères pour tout le monde en réalité. C'est un peu quelle réaction vous avez eue quand vous avez compris que votre nom ne figurait plus en tout cas dans cet accord ? J'ai été surprise. Après, je me dis que c'était... Surprise, vraiment ? Ah bah oui quand même. Je me suis dit que c'était une erreur de frappe. Et puis, après avoir vérifié, non, il ne s'agit pas d'une erreur. Julien Bayou nie la responsabilité d'Europe Écologie Les Verts dans cette décision. Il rejette la faute sur la France Insoumise. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Non, tout le monde nie tout le monde. Enfin, si j'étais défendue, je pense que ça se verrait. Et puis, à la fin, c'est pas... Encore une fois, là, je crois qu'on a un devoir vis-à-vis des Français et des Françaises. Il y a eu quand même cet élan derrière Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de la présidentielle. On y a tous et toutes cru que finalement on n'aurait pas ce duel Le Pen-Macron, puis finalement on a eu le duel Le Pen-Macron. Après, on a fait cet effort d'aller chercher électeurs et électrices qui étaient vraiment très en colère pour faire en sorte que Le Pen ne soit pas présidente de la République. Maintenant, je dis, il faut préserver la vie des gens de Macron. C'est-à-dire qu'il faut préserver absolument notre modèle social, il faut préserver la transformation écologique, il faut aller vers une ambition sociale qui soit bien supérieure à celle d'Emmanuel Macron. Et ça se fait avec tout le monde. Enfin, je veux dire, on ne peut pas se permettre qu'il manque juste un petit bout de cette gauche-là écologiste. Je reviens sur votre cas, qui n'est pas votre cas en tant que votre cas, mais en tant que symptomatique peut-être de ce qui se passe, de ce qui traverse votre parti. Mais vous n'aviez pas été très actif dans la campagne de Yannick Jadot. Vous avez même été exclu du Conseil d'orientation politique après des propos critiques contre lui. Est-ce qu'à votre avis, c'est un règlement de compte ? Mais je pense que la manière dont fonctionnent les partis évacue de manière un peu systématique les personnes qui dérangent une sorte d'ordre, une sorte de manière de faire. Bon, manifestement, je fais partie de celle-ci, mais pour le mieux pour tout le monde. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut vraiment qu'on gagne. Et pour ça, il faut aller chercher des gens qui vont chercher d'autres personnes que celles que les partis politiques traditionnels vont chercher. Bon, très bien. Mettons toutes nos forces autour de la table et faisons en sorte que l'on gagne. On le doit aux gens, vraiment. Enfin, moi, j'ai pas du tout envie d'avoir 5 ans de Macron. Et depuis qu'il a été élu, j'ai presque mal au ventre de me dire mais on va pas tenir 5 ans, donc on y va et on arrête avec les espèces de petits règlements de compte qui franchement sont pas à la hauteur de l'enjeu. Ouais, mais alors est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir, c'est un vous général, mettre ça de côté et faire en sorte qu'il y ait un accord entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts pour ces législatives ? Mais il le faut. Vous avez écouté, vous avez entendu Yannick Jadot ce matin sur France Inter. Oui, et là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il n'y a pas de contestation du leadership de Jean-Luc Mélenchon. Ça veut Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent, donc voilà, il a expliqué qu'il souhaitait cet accord tout en refusant que le parti s'efface derrière Jean-Luc Mélenchon. Il faut un bloc social écolo-républicain. Cette perspective de coalition doit être très ouverte. Cela ne marchera pas derrière Jean-Luc Mélenchon. Si on veut gagner ces élections législatives, il faut respecter les identités de tous les membres de cette coalition. C'est aussi un peu ce que vous dites, en disant qu'il faut toutes les sensibilités représentées. Bien sûr, il faut une coalition, il faut même un collectif, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on est vraiment solide et qu'on est une équipe qui soit capable d'aller jusqu'à Matignon. Maintenant, il y a quand même un chef dans cette équipe qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est lui qui a fait 22% et qu'on ne peut pas gommer ça. Donc là où vous n'êtes pas d'accord avec Yannick Jadot, c'est que c'est lui qui a le leadership. Mais oui, il y a un leadership. Il y a un leadership. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut effacer les autres tendances. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit tous la couture sur le doigt sur la couture du pantalon. Mais par contre, il y a un leadership. Enfin, si on joue à ça, mais après, en fait, on donne les armes pour ne pas faire cet accord. Et moi, je ne veux pas parce que je pense qu'on le doit aux gens. Vraiment, là, je sens une colère. Les gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, même qui ont voté Yannick Jadot, sont dans une colère de ce qui s'est passé, notamment sur une non-union de la gauche, sur
le fait qu'on échoue parce qu'on n'a pas été capable de se mettre d'accord pour les présidentielles, il ne faudrait pas qu'on refasse la même chose pour les législatives, parce que là, je crois que le peuple de gauche et de l'écologie ne nous le pardonnerait pas. Et franchement, moi, j'aurais du mal à les regarder en face aussi. Ouais. Est-ce que ces discussions, vous les avez au sein de votre parti ? Mais oui, on les a au sein de notre parti. On a eu un conseil fédéral hier où ces discussions ont été portées. Et ce que vous portez là, ce pourquoi vous plaidez là, est-ce que c'est entendu ? C'est entendu, mais je pense qu'il faut que ça soit entendu au cœur de l'équipe de négociation, dont je ne suis pas complètement convaincue de la volonté d'aller jusqu'à cet accord. Et pourtant, il nous le faut. Ouais. Est-ce qu'on est à nouveau face à un simulacre d'accord, un jeu de dupes ou d'union, comme on l'avait eu il y a quand même pas mal de mois, avec la belle photo sur les quais à Paris, puis qui n'avait abouti absolument à aucune union ? C'est en tous les cas ce qu'il faut éviter, à tout prix. Et là, je crois vraiment qu'il y a une urgence. Enfin, je ne veux pas dramatiser la situation, mais je crois que si on n'est pas capable d'être à la hauteur de ce qu'attendent de nous les Français et les Françaises, vraiment, le retour de bâton sera féroce. Est-ce que ça, celui qui a été candidat de votre parti, qui était votre concurrent à la primaire, et qui dirige encore ce parti, il l'entend ? Est-ce que vous en parlez avec lui, par exemple ? Je ne sais pas s'il l'entend, mais je sais que les lendemains de défaite ne sont pas non plus les moments les plus agréables, mais aujourd'hui, je pense qu'on a fait le bilan de ce que ça avait été de taper sur les collègues à gauche pendant la présidentielle. Manifestement, ça n'a parlé à personne. Et là, il faut qu'on sorte de ça pour parler de ce qu'on fait en matière d'écologie, en matière de social, et de retraite, de chômage, de réduction du temps de travail, de fait de enfin faire cette transition massive dont on a besoin, de sortir du productivisme, de la croissance. Enfin, vraiment, les enjeux sont tellement énormes que si on croit les rapports du GIEC, que si vraiment on est écologiste, qu'on a 3 ans pour agir, on met tous les moyens pour agir. Quelles conséquences vous tirez de ce qui s'est passé sur votre cas personnel ? Est-ce que vous souhaitez quand même être candidate aux législatives ? Mais bien sûr, je suis candidate sur la 7509. Enfin, il n'y a même pas de doute. Il n'y a pas de doute, je suis candidate sur la 7509. Quoi qu'il en coûte. Je suis candidate sur la 7509. Quand on vous entend, on sent une forme de proximité avec la France Insoumise. Il n'est pas question de quitter Europe Écologie Les Verts pour adhérer à l'Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon ? Mais non, mais ça, depuis le lendemain de la primaire... Je vous pose la question. Cette question non-stop, non, mais je sais Elle se pose d'autant plus à la faveur de ce qui s'est passé. Parce que déjà, l'écologie n'appartient à personne et qu'il n'y a pas de... Voilà, ils ne sont pas plus légitimes que moi à porter cette écologie et que par ailleurs, je pense que derrière, il y a la question de la reconstruction de la gauche, que cette reconstruction, elle passe aussi par le fait qu'il y ait plusieurs partis politiques et qu'on porte des lignes qui soient différentes. Moi, j'aime le parti politique de l'écologie, c'est ma formation politique, c'est ma structure intellectuelle. J'aime cette écologie qui part de la base, qui est fondée sur du municipalisme libertaire, qui est sur quelque chose de très co-gestion, y compris sur les territoires, et que ça remonte. Bon, tout cela, par exemple, ça n'est pas complètement porté par la LFI. J'aime la sobriété, l'idée qu'on sorte de la croissance, du PIB. Tout cela, il va falloir le porter. Donc, c'est ma famille. Et cette famille-là... j'y suis aussi légitime que n'importe qui. Merci Sandrine Rousseau d'être passée sur le plateau d'Aller Libre. Donc Sandrine Rousseau, première interview de la candidate aux législatives sur la 9e circonscription de Paris. Merci, bonne soirée. La suite de l'émission. C'est ce que la presse a appelé le viol du 36, ou l'histoire d'Emily Spanton, une touriste canadienne qui affirme avoir été violée par des policiers au 36 quai des Orfèvres à Paris, siège historique de la police judiciaire parisienne et de la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention. Les faits remontent à 2014 et vendredi dernier, 8 ans donc après les faits, les 2 policiers condamnés en première instance ont été acquittés, suscitant de nombreuses réactions et questions. Questions abordées dans un documentaire que France 2 diffuse demain soir, le procès du 36, réalisé par vous, Ovidie. Bonsoir et bienvenue. On est ravis de vous recevoir. Bonsoir. Anne-Cécile Maillefer, bonsoir. Et bienvenue. Vous présidez la Fondation des femmes. On vous a invité pour savoir ce que vous pensez de la demande de nombreuses voix d'un pourvoi en cassation que seul le parquet général, sous autorité du garde des Sceaux, peut formuler. Enfin, Lénaïque Bredou, Marine Turki, salut à tous les deux. Vous enquêtez sur les violences sexuelles et sexistes pour Mediapart. Léna, tu es notre responsable aux questions de genre. Marine, tu as signé Faute de preuves, livre enquête sur les limites de la justice et la police en matière de violences sexuelles. D'abord, Ovidie, racontez-nous pourquoi vous vous êtes intéressée à cette affaire.
Alors moi, je me suis intéressée à cette affaire particulièrement en 2019, durant donc le procès en première instance. Donc c'était janvier-février 2019, et je l'avais suivi de façon presque feuilletonesque, faut bien le dire, puisqu'il avait été live tweeté par 3 journalistes, Marie Barbier de l'Humanité, Thibaut Chevillard de 20 minutes et Aurélie Sarraud de LCI. Et je l'avais suivi au jour le jour, et quand il y a eu ce verdict de 7 ans ferme, je me souviens avoir été très étonnée, déjà parce que c'est pas courant que des policiers soient condamnés. Là, ils ont été acquittés vendredi dernier, mais en première instance, ils avaient été condamnés. Et c'était rentré, je dirais, à ce moment-là, vraiment dans ma sphère de pensée. Je me suis dit, ok, très bien, on va revenir en arrière, on va revenir en 2014 et on va voir comment l'instruction a été faite. Je me suis rendu compte qu'il y avait eu en 2016 une ordonnance de non-lieu qui avait été, donc ordonnance de non-lieu, ça veut bien dire circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a même pas de procès à faire, etc. Et la question que je m'étais posée, c'est comment est-ce qu'on passe en 2016 de ordonnance de non-lieu à 2019, 7 ans ferme. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé dans la société ? Est-ce qu'il y a eu un changement des mentalités ? Est-ce qu'il y a eu un changement dans notre façon de juger ce type d'affaires ? Qu'est-ce qui a changé ? Et une des pistes de réponse qu'essaie d'apporter le film, c'est que, bien évidemment, il y a eu MeToo entre-temps. Et voilà. Alors, on va rentrer dans le détail du documentaire et de la façon dont vous décortiquez justement ce procès et l'enquête. Avant cela, une question sur la diffusion. Donc, c'est donc demain. C'est après la décision en appel. C'était volontaire ? Absolument. C'était volontaire. Le film, pour être très honnête, je l'ai terminé il y a à peu près un an et demi, puisque donc le film porte donc sur les faits entre 2014 et 2019, et je trouvais que peu importe le résultat de l'appel, finalement, le film était signifiant sur comment on juge ce type d'affaires, en fait. Et c'était une volonté de ma part parce que je voulais pas, moi, interférer d'aucune façon dans le procès en appel. Je voulais pas mettre le bazar. Je voulais pas. Voilà, je pense que c'est trop grave, en fait. Dans un sens comme dans l'autre. Envoyer même des gens en prison, moi, ça m'emballe pas non plus sur le fond, puisque je suis contre la prison. Donc voilà, dans les deux sens, je trouvais que la résultante était trop grave pour venir moi mettre le dawa avec un documentaire. Donc j'ai fait ce documentaire, et une fois qu'il était terminé, on a attendu bien patiemment que l'appel soit terminé, que le verdict soit prononcé pour pouvoir le diffuser. Alors donc ce documentaire, il raconte le procès de première instance par celles et ceux qui l'ont vécu, des avocats des deux parties, les journalistes, vous l'avez dit, Émilie Spanton elle-même, et aussi le procureur général de ce procès en première instance, Philippe Courvois. Le documentaire est extrêmement factuel, très documenté. Il raconte aussi l'enquête de police, les failles. Sur l'enquête, justement, écoutons un extrait de votre documentaire. Côté policier, il y avait quand même une volonté d'essayer de faire bloc contre les déclarations de cette victime et de la discréditer. Et j'ai vu cela aussi dans la manière dont les premières investigations ont été conduites. Le parquet n'est prévenu qu'à 5 heures, alors qu'elle descend à 2 heures. Il y a un long temps avant de prévenir les services du parquet. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de remue-ménage, d'appels téléphoniques vers les supérieurs hiérarchiques de la police, avant que l'autorité judiciaire, c'est-à-dire le parquet, soit informée de la réalité des choses. Donc, est-ce que c'est un temps pour nettoyer la scène ? On peut l'imaginer aussi. Les 2 suspects repartiront chez eux sans qu'on ait fait des prélèvements sanguins et sans qu'on ait vérifié s'ils étaient en état d'ébriété, ce qui aurait pu être une circonstance aggravante dans le cadre de leur poursuite. Ils ne seront placés en garde à vue que 38 heures après. Le fait qu'on les autorise à monter dans les étages, on va monter le soir même, alors qu'Émilie Spanton est encore sous le porche, il va monter à 1 ou 2 reprises dans les bureaux, et le fait qu'ensuite ils y reviendront le lendemain, alors que les lieux auraient dû être complètement sanctuarisés. Marine Lesnes, est-ce que ce genre de manquement, c'est fréquent, c'est classique dans ce genre de dossier ?
Dans les affaires de violences sexuelles, on voit quand même souvent qu'il y a des prélèvements qui sont faits trop tard, qu'il y a des témoins qui ne sont pas interrogés. Enfin, on a sur Mediapart documenté plein d'enquêtes qui montrent les fiascos policiers et les conséquences de tout ça, parce qu'après, la manifestation de la vérité, elle est compliquée. Mais on le voit notamment dans des dossiers assez sensibles et médiatisés. On a raconté sur Mediapart avec les Naïg l'affaire Luc Besson, où Luc Besson, il est accusé de viol, et le lendemain, tranquillement, il prend l'avion pour l'étranger, il va être auditionné 4 mois après, alors qu'on est dans le cadre d'une enquête de flagrance, en fait, exactement comme dans cette affaire. Donc, c'est pas normal, et c'est des défaillances qui ont des conséquences énormes, parce qu'en fait, le soupçon, il pèse dans un sens comme dans l'autre, c'est que à partir du moment où les premiers actes d'enquête, que l'enquête démarre mal, c'est fichu ensuite. Ça va permettre, on va perdre des preuves évidemment, mais ça met cette espèce de soupçon qui est évoqué dans le documentaire, justement. D'ailleurs, le pire, c'est que ça les a desservis lors du procès en première instance, parce qu'on s'est posé la question de pourquoi ces prélèvements n'avaient pas été faits, pourquoi elle, on sait qu'elle est à 2 grammes, 2 grammes 5, et eux, on ne sait pas à quel taux d'alcoolémie ils sont. Enfin, donc se pose pourquoi est-ce que le lieu n'est pas sanctuarisé? Toutes ces questions ont été posées. Et je pense que d'une certaine façon, lors du premier procès, ça les a desservis, en fait, parce que ces questions étaient là. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait? D'ailleurs, c'est un constat qui met toutes les parties d'accord, que ce soit le ministère public, la défense ou les parties civiles. Ça, c'est l'aspect matériel de cette enquête. Il y a aussi tout un aspect, je dirais, moral sur notre traitement en France des affaires de violences sexuelles et sexistes. Et je voudrais qu'on écoute un autre extrait. C'est un peu le miroir qui nous est tendu par l'avocat au Canada d'Emily Spanton qui permet de le comprendre. Au Canada, notre système est très différent. C'est un système accusatoire et pas un système inquisitoire comme en France. Les juges ne mènent pas d'enquête. On ne va pas fouiller dans la vie privée de la personne qui porte plainte. En fait, au Canada, et ceci depuis 30 ans maintenant, la personnalité de la plaignante ne peut pas être un élément à charge. Elle n'a pas d'influence sur l'affaire. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'ici, les enquêteurs vont croire à tout ce que dit une plaignante. Mais entendre que la famille d'Emily a été interrogée, que son ancien mari a été interrogé, qu'ils sont allés chercher dans ses dossiers médicaux, pour moi, cela donne l'impression que la victime est présumée coupable, jusqu'à ce qu'elle réussisse à prouver qu'elle est victime. Cette façon d'inverser la charge de la culpabilité, d'une certaine manière, ça c'est quelque chose de fréquent dans les dossiers de violences sexuelles. On le voit extrêmement souvent, du dépôt de plainte au commissariat ou en gendarmerie jusqu'au procès, en fait, sur toute la chaîne, quand une personne se plaint, rentre dans un processus judiciaire, ce préjugé-là, cette idée-là, cette manière de concevoir et d'accueillir sa parole est extrêmement fréquent. J'allais dire systématique, mais ce serait exagéré, donc disons extrêmement fréquent. C'est même au cœur, y compris, de la conception et de la manière dont on perçoit les violences sexuelles en France, dont on conçoit le viol, dont on définit le viol, et c'est la manière dont on perçoit les femmes qui viendraient porter plainte. On pourrait dire d'ailleurs relativement la même chose des enfants et de la manière dont on reçoit la parole des enfants, qui sont présumés menteurs. Un truc qui a été construit au fil des années, tout comme les femmes sont présumées menteuses en réalité. Et donc du coup, on va chercher dans ce qu'elles auraient pu dire, dans leur vie, et alors en plus, se rajoute à ça évidemment des stéréotypes sexistes extrêmement forts, c'est-à-dire que si vous avez une femme, de préférence jeune, si elle s'habille avec des jupes courtes, on peut rigoler avec ça, mais c'est encore le cas aujourd'hui dans les commissariats et aussi dans les bureaux des magistrats et des magistrates, pas uniquement dans les commissariats, mais également dans des procédures judiciaires, ça existe dans des décisions de justice, la manière dont les femmes sont habillées, leurs mœurs, c'est-à-dire leur vie sexuelle concrètement, et si vous avez une femme qui s'habille avec des jupes courtes, qui boit trop et qui couche en soirée, concrètement, vous êtes mal parti dans la perception que vont avoir les enquêteurs ou les enquêtrices et les magistrats et les magistrates de ce que vous racontez. Et ça, franchement, c'est systématique. Ça ne veut pas dire qu'elle dit vrai, qu'elle dit faux. C'est pas la question. C'est la manière dont on aborde, qui est tellement engluée dans des stéréotypes que de toute façon, l'enquête est presque dès le départ biaisée, on pourrait dire. Je vous voyais réagir, Anne-Cécile Maillefer. Oui, alors réagir sur. Alors
cette décision et les motifs de cette décision surtout, nous, elles nous ont beaucoup interpellés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne respecte en réalité ni la loi française, parce que le viol est défini par le comportement de l'agresseur. Donc c'est ça qu'on doit regarder en réalité, c'est-à-dire que ça ne respecte pas la loi de chercher des choses dans la vie de la victime, ni les conventions internationales, ni ce que la France en fait s'est engagée à respecter en termes de Cour européenne des droits de l'homme ou de Convention d'Istanbul et de faire des procès équitables. Et là, qu'est-ce qu'on voit donc dans cette décision ? Et c'est pour ça que avec des avocates, y compris de la force juridique de la Fondation des femmes, on alerte le procureur général de la République, on lui demande de se pourvoir en cassation. C'est parce que pour nous, c'est une décision, en tout cas les motifs de cette décision sont extrêmement graves et ne respectent pas à nouveau ni la loi, ni les conventions internationales. Donc c'est une décision qui est à notre sens hors la loi, donc sans même parler du fond du dossier. Qu'est-ce qu'elle dit cette décision ? Elle va dire... Effectivement, la grande majorité des motifs qui sont dans cette décision concernent le comportement de la victime, la vie de la victime, une sorte de moralité de la victime. Cette décision, elle est vraiment complètement empreinte de culture du viol, parce qu'il faut mettre les mots, c'est vraiment la culture du viol. Elle va expliquer donc dans les motifs de la décision pourquoi il y a cet acquittement. On va dire, mais en fait, un viol par fellation, c'est impossible, puisque la dame a bien ouvert la bouche. Donc c'est bien qu'elle était d'accord. Donc ça, par exemple, c'est une négation complète avec tout ce qu'on sait des viols et des violences sexuelles aujourd'hui. Et donc ça, c'est par exemple absolument incohérent et interdit. Et puis aussi, dans ces décisions, ce qu'on voit, c'est que toutes les conséquences psychotraumatiques des viols, c'est comme si tout ce qu'on avait appris depuis des années sur les conséquences psychotraumatiques des viols était complètement ignoré. Et donc les conséquences sur la victime, donc on va dire qu'elle a une personnalité qui a été qualifiée de borderline, alors à savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça se retourne contre elle. Or, une personnalité borderline, ça peut aussi faire partie des conséquences. En fait, quand on a été victime de violences sexuelles, oui, on a ces problématiques-là. Une expertise, je le précise, qui a été faite à moins de 48 heures après les faits présumés, alors, et c'est ce qu'elle raconte, Émilie Spanton, dans votre documentaire Ovidie, qu'elle avait dormi que très peu d'heures. C'est ça qu'elle explique dans le documentaire. Effectivement, qu'elle avait très peu dormi au moment de... Et qu'elle a été tirée de son sommeil au milieu de la nuit pour une expertise. Marine ? En fait, ce qui est frappant, c'est à quel point, au départ, elle vit 48 heures ou elle dort 2 heures, alors qu'on fasse les prélèvements, qu'elle soit effectivement auditionnée assez rapidement, c'est normal. Mais pendant ce temps-là, les deux mis en cause, eux, ils repartent dormir, ils repartent aussi dans les étages des bureaux. C'est ce que raconte très bien le documentaire. C'est la différence, en fait, de traitement que nous, on retrouve dans les enquêtes qu'on suit à Mediapart au quotidien. C'est-à-dire que concrètement, la grande majorité des enquêtes judiciaires sur des cas de violences sexuelles montre qu'on se concentre beaucoup plus sur la plaignante que sur les mis en cause. On va faire des enquêtes d'environnement, effectivement, questionner les anciennes conjointes des plaignantes, mais on ne va pas le faire systématiquement du côté des mis en cause. Je donne un exemple sur la fameuse expertise psy, puisqu'elle est obligatoire pour les plaignantes. Elle est beaucoup plus rare concernant les mis en cause et elle arrive en général au moment où ils sont mis en examen pour viol. Ce qui, on va en parler peut-être après, est quand même assez rare d'arriver déjà à ce niveau-là. On voit par exemple dans des affaires qu'on a suivies, PPDA, Darmanin, Besson, qu'ils n'ont pas subi d'expertise psy, en fait. Et qu'au stade de l'enquête préliminaire, leurs entourages ont été très très peu questionnés. Donc on voit ce 2 poids 2 mesures. Et même chose sur les contradictions, les incohérences. Finalement, la moindre incohérence d'une plaignante va lui être reprochée pendant tout le dossier, alors qu'il y en a dans ce dossier des incohérences aussi du côté des mis en cause. On les souligne beaucoup moins. Il faut savoir que les deux mis en cause... Plus que des incohérences, là on est sur des mensonges. Des changements de version. Ils nient des choses ensuite ils reconnaissent une fois que les preuves sont établies. Et là, en fait, dans la motivation de la décision du juge, c'est écrit qu'ils mettent du temps à dire les choses. Et donc, comme si en fait, donc c'est pas dit qu'ils ont menti, c'est dit qu'ils ont mis du temps à s'accorder sur la réalité de la situation. La version. Or, la victime, en fait, ce qui est reproché, par contre, on va dire qu'elle, on insiste beaucoup sur le fait qu'elle ne savait plus exactement combien d'hommes, sachant qu'en plus, elle avait quand même la tête sur le bureau, donc en fait, elle ne voyait pas ce qu'il se passait. Donc en fait, on lui reproche toutes ces incohérences, sachant qu'elle était extrêmement alcoolisée, complètement évidemment sous le choc. Et
de l'autre côté, on va dire que ils ont mis du temps et puis aussi on leur trouve des circonstances atténuantes. Voilà, moins spontanées. Bonsoir à toutes et à tous. Ça s'est passé tout à l'heure à Saint-Pétersbourg. Le président russe a lancé un message sans équivoque. Si un autre pays interfère dans la guerre menée par la Russie à l'Ukraine, il y aura une réponse, une frappe de réponse rapide, a-t-il dit. Une déclaration en riposte au sommet organisé sans doute hier par les États-Unis en Allemagne pour coordonner l'aide occidentale apportée à Kiev, mais peut-être aussi une surenchère verbale alors que son armée est en difficulté sur le terrain. C'est ce que nous allons explorer avec nos invités. Nous sommes le 27 avril 2022 et vous regardez À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Avec moi sur ce plateau, Elie Tannenbaum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Et Vincent Touret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, c'est bien ça ? Et en visio avec nous, Laurent Gélin. Salut. Bonsoir. Tu es journaliste et en ce moment même, tu es à Kryvyi, ville industrielle du centre du pays. On va commencer avec toi, Laurent. Tu es donc sur place en Ukraine depuis une dizaine de jours. Qu'est-ce que tu fais à Kryvyi? Qu'est-ce qui s'y passe ? Alors, Kryvyi, c'est une grande ville industrielle d'environ 600 000 habitants qui se situe à 400 km au sud de Kiev. Et c'est une ville importante et symbolique à plusieurs titres. D'abord, c'est la ville de naissance du président Volodymyr Zelensky. Ensuite, c'est un centre industriel très important. On estimait avant la guerre que Kryvyi c'était 10% du PIB ukrainien, donc une valeur tout à fait impressionnante. On trouve ici notamment une énorme aciérie, propriété aujourd'hui d'ArcelorMittal, ainsi que des mines de fer très importantes. Donc c'est un objectif industriel très important et la prise de Kryvyi par l'armée russe couperait l'Ukraine d'une grande partie de ses revenus et d'une grande partie de sa production industrielle. Alors le problème aujourd'hui pour les industriels de Kryvyi étant de pouvoir exporter ce qu'ils produisent. On avait 4 hauts fourneaux qui étaient en production dans l'usine d'ArcelorMittal. Ils ont tous été fermés. Aujourd'hui, l'un de ces hauts fourneaux a été réouvert. Le problème est comment exporter l'acier produit, étant donné que les ports, celui de Mariupol est détruit, celui d'Odessa est impraticable en raison du blocus russe. Donc on assiste aujourd'hui à une redirection des flux d'exportation et qui passe principalement par le rail notamment. Alors, tu as expliqué à l'instant que c'était une cible, en tout cas pour les troupes russes. Est-ce qu'elles sont loin, elles sont proches ? Alors, les troupes russes se sont approchées à moins de 10 km de Kryvyi au début de la guerre, dans les premiers jours de la guerre. Aujourd'hui, elles ont été un peu repoussées. On estime qu'elles devraient être entre 50 et 60 km de la ville. Ceci dit, il y a des alertes aériennes constantes. Ici, on entend les sirènes très fréquemment. Et ces 2 derniers jours, semble-t-il, une offensive des forces russes vers Kryvyi a été repoussée. La ville s'est préparée. Selon des gens de la mairie avec qui j'ai parlé tout à l'heure, il y aurait à peu près 8 systèmes de défense qui protégeraient la ville, 8 lignes de tranchées qui protégeraient la ville. Néanmoins, c'est un objectif qui semble important pour les Russes. Alors, on avait pensé ces derniers temps que l'offensive russe se concentrerait dans le Donbass. Or, il s'avère a priori que d'autres offensives, certainement plus limitées mais néanmoins bien réelles, ont été menées depuis Mariupol vers Roulaï-Polier, un peu plus à l'est, et depuis Kherson vers Kryvyi. Donc c'est une cible néanmoins importante pour le Kremlin et sa prise à coup sûr permettrait notamment d'affaiblir l'appareil industriel ukrainien, mais aussi par exemple de prendre à revers la grande ville de Zaporizhia, qui se trouve un peu plus à l'est. Donc, à n'en pas douter, on va assister dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines à des combats pour la prise de cette ville. Et tu es en Ukraine donc depuis mardi dernier. En fait, tu es arrivé au moment où la Russie annonçait la nouvelle phase dans sa guerre. Comment elle se traduit ? Est-ce qu'il y a des choses différentes par rapport à avant ? Pas forcément, je dirais. Alors ici en Ukraine, évidemment, toute la population, toute l'armée, toute la société civile est extrêmement mobilisée. On a des clips sur l'armée de façon permanente à la télé et tous les Ukrainiens à qui on peut parler croient profondément à la victoire et tous racontent que de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Donc pour les Ukrainiens aujourd'hui, cette guerre contre la Russie est une guerre de subsistance et de survie. Donc pour les Ukrainiens, il n'y a pas de deuxième plan, de deuxième option, si je dois dire. L'objectif est la victoire.
Maintenant, on a quotidiennement des avis de décès, des gens qui perdent des proches dans les combats. On a des bombardements extrêmement durs dans le Donbass, à Kharkiv, dans le sud, à Kherson. J'ai pu recueillir des témoignages aujourd'hui tout à fait terrifiants de gens qui fuient l'occupation, des femmes violées, des villages détruits, des enfants qui ont passé 2 mois dans les caves. Donc voilà, c'est une nation en souffrance qui subit de plein fouet la guerre, comme vous le savez. Et a priori, ça va continuer. Donc, les Ukrainiens sont préparés à ce combat pour l'existence, pour la subsistance. Maintenant, ils savent très bien que, a priori, la guerre va durer et qu'il faut se préparer, à un marathon. Désormais, la phase principale de l'offensive russe, vous l'avez dit, est passée sur Kiev. Cette phase de guerre éclair est passée. Maintenant, il va falloir tenir, et notamment tenir dans la durée avec des approvisionnements qui vont devenir de plus en plus compliqués. Les Russes bombardent les lignes ferroviaires. Hier, on a eu 2 bombardements sur des ponts sur le Dniepr. Un pont en direction de la Roumanie, à côté d'Odessa, a également été bombardé. Donc on voit bien que c'est une guerre d'attrition qui commence maintenant, et l'objectif pour les Russes va être de couper toutes les lignes d'approvisionnement de l'Ukraine, à la fois ces lignes d'approvisionnement d'export, par exemple de céréales, mais aussi d'approvisionnement en armes depuis la Pologne ou la Roumanie. Donc ça va être une guerre très longue et une guerre d'attrition, a priori, qui va durer, et l'Ukraine le sait bien et s'y prépare. Merci beaucoup Laurent, prends bien soin de toi et fais attention, et on te lit bien sûr sur Mediapart très vite. Je me tourne vers vous deux, Élie Tenenbaum et Vincent Trousset. Il vient de parler d'une guerre d'attrition. Est-ce que vous partagez un peu ce constat? Est-ce qu'on s'oriente vers une guerre d'attrition? Élie Tenenbaum. Bon, le terme de guerre d'attrition, ça renvoie donc à une idée d'usure des forces dans la durée. Je pense que les forces russes ne se sont pas encore résignées à adopter complètement la logique de l'attrition. L'attrition, c'est un petit peu ce qu'on avait avant le 24 février, l'offensive du 24 février sur le Donbass, c'est-à-dire vraiment une guerre de tous les jours où à chaque fois il y avait un petit peu d'attaque, un peu de frappe, mais sans tentative de percée. Là, ce que clairement les forces russes essayent de faire en rassemblant de grandes masses militaires, notamment sur le Donbass, c'est encore de renouer avec ce qu'on appelle la guerre de manœuvre et de percer dans la profondeur, au moins sur la zone est, ce qu'on appelle donc le Donbass, le bassin du Donbass, pour remporter une victoire au moins à l'échelon opératif significatif. Donc on n'est pas encore dans l'attrition. Et d'ailleurs, les frappes dites d'interdiction, donc ce dont parlait votre correspondant à l'instant, votre envoyé spécial, sur les lignes d'approvisionnement, montrent bien qu'il y a encore une volonté d'aller chercher dans la profondeur un certain nombre d'effets militaires. Donc voilà, même si au niveau humain, l'usure se sent clairement. Sur le plan stratégique, il n'y a pas tout à fait un renoncement à la victoire décisive, malheureusement. Ouais, pour approfondir ce que dit du coup Élie, moi je dirais qu'il y a une contradiction aujourd'hui dans les plans russes, c'est qu'effectivement ils ne pensent pas encore faire une guerre d'attrition et qu'ils sont encore en fait dans l'ambition de faire une guerre de manœuvre. C'est clairement a priori ce qu'ils essayent de faire en encerclant donc les forces ukrainiennes dans le Donbass. Mais d'un autre côté, en fait, la masse qu'ils ont concentrée n'est plus du tout suffisante pour obtenir ces effets-là. Il y a, à mon avis, la recherche effectivement d'une attaque un peu brusquée, avant que les Ukrainiens puissent renforcer suffisamment cette zone-là. Et Élie a tout à fait raison de pointer les frappes d'interdiction qui sont là pour ralentir justement les renforts, pour désorganiser dans les arrières en fait les forces ukrainiennes. Mais après, si vous voulez, les ambitions russes dès le début du conflit ont dépassé leur capacité et ils ne font que s'enfoncer en fait dans cette logique absolument perverse pour leurs forces. Bonsoir à toutes et à tous. Après l'élection, c'est le temps des violons. Juste réélu, Emmanuel Macron nous promet une présidence différente, du débat, moins de verticalité. Chiche, lui répond le sociologue Michel Vievorka dans un livre en forme de lettre ouverte. Il sera notre invité avec la spécialiste des libertés publiques, Stéphanie Hennette-Vaucher. Bienvenue, c'est à l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Et bonjour Michel Vievorka, vous êtes sociologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous venez de publier ce livre. Alors, Monsieur Macron, heureux
aux éditions Rue de Seine. C'est une lettre, une adresse à Emmanuel Macron, qui vient d'être évidemment réélu pour un second mandat, qui commencera le 14 mai à minuit, pour être très précis. Et dans quelques jours, ce lundi, nous aurons le nom d'un ou d'une Premier ministre. Et puis après, il y aura un gouvernement, il y aura les législatives et plein d'autres épisodes qui viendront après. Dès dimanche, juste après sa victoire contre Marine Le Pen, le président a fait des promesses. C'est avec ambition et bienveillance pour notre pays, pour nous tous, que je veux pouvoir, à vos côtés, aborder les 5 années qui viennent. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. Alors, visiblement, ça ne convainc pas vraiment tout le monde, puisque sa première sortie après l'élection, eh bien, durant cette première sortie, le président a été la cible d'un jet de tomates. C'était hier à Cergy. On regarde. Voilà, un jet de tomates, bon, c'est rapide. Ça montre un petit peu aussi l'ambiance du moment qu'on a vu de par ailleurs entre deux tours aussi, avec beaucoup d'échanges comme ça avec les Français. Nouvelle méthode de gouvernement, débat permanent. On voit que certains n'y croient pas forcément. Est-ce que vous y croyez, vous, Michel Vieux-Vorquel ? Moi, mon rôle, c'est d'être dubitatif. C'est-à-dire ne pas dire il n'y arrivera pas, c'est impossible, mais ne pas dire non plus oui, c'est évident. Pourquoi vous êtes dubitatif ? Parce que je vois ce qui s'est passé pendant 5 ans. Je vois que le personnel politique risque de ne pas changer beaucoup. Je vois que la haute administration, dans la partie qui a suivi de près l'action gouvernementale, ne sera pas changée. Donc, si vous voulez, il s'est mis en place une culture politique. C'est pas simplement même une personnalité. À la limite, elle peut changer. Encore qu'on peut avoir des doutes là aussi. Mais c'est une culture, c'est un mode général de fonctionnement. Pourquoi elle est faite cette culture, ce mode général de fonctionnement ? Oh bah écoutez, alors ça, la seule originalité que j'ai, c'est de l'avoir dit très tôt. Mais tout le monde le dit, elle est verticale, de haut en bas, elle saute au-dessus des médiations, des corps intermédiaires, c'est d'ailleurs pas la même chose. Ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est plutôt ceux qui représentent ce qui vient d'en bas, c'est les syndicats, les partis, les élus locaux, etc. Les médiations, c'est plutôt ce qui fait relation, ça peut être des institutions. Mais enfin, tout ça, on l'a vu quand même plutôt saccagé dans l'ensemble. Et donc, il nous dit j'ai changé, et ça va changer. C'est ce qu'il nous dit, très nettement. Et vous savez, moi j'ai la connaissance des phénomènes populistes. Le populisme, il y a 10 000 définitions, c'est une jungle conceptuelle, ça part dans tous les sens. Mais il y a quand même quelque chose de très très important. C'est la capacité de ne pas être embarrassé par ses propres contradictions, ou par les contradictions du réel, et de dire quelque chose comme « je vais rester moi-même tout en me transformant ». Alors je vous laisse réfléchir, comment est-ce que vous allez rester vous-même, puisqu'il est content de son bilan, tout en se transformant. Vous dites, il nous a fait un populisme d'en haut, Emmanuel Macron. Alors ça, oui, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Ça veut dire quoi ? Écoutez, d'habitude, quand on parle du populisme, bon, là aussi, c'est difficile d'être précis parce qu'on ne sait pas si on utilise des catégories un peu scientifiques ou le discours de tout le monde. Mais en gros, quand on parle populisme, il y a 2 caractéristiques. Il est aux extrêmes, extrême droite ou extrême gauche, et il est en bas, c'est-à-dire qu'il incarne le peuple. On a déjà vu un populisme du centre en Italie, avec Beppe Grillo. Vous savez, le mouvement 5 étoiles. Parce qu'un coup, ça venait plutôt de la gauche, un coup, ça venait plutôt de la droite. Donc c'était plutôt un populisme du centre. Macron est là, lui aussi. Je suis à la fois, en même temps, de gauche et de droite. Mais lui, c'est un populisme d'en haut, pas d'en bas. Il ne parle pas au nom du peuple et de ses attentes et de ses aspirations les plus immédiates. Il parle au nom de la raison. Il parle au nom de la réflexion, c'est un discours de gens d'en haut, pas de gens d'en bas. Vous lui dites, alors là c'est intéressant parce que vous lui dites d'autres choses, vous ne lui parlez pas juste de sa pratique du pouvoir, vous lui dites quand même, mettez un peu plus d'ardeur à combattre la corruption, y compris dans vos propres rangs. On a beaucoup documenté sur Mediapart ici, évidemment, des ministres, des députés, l'entourage même, avec l'affaire Benalla, évidemment, d'Emmanuel Macron. Il vous paraît avoir oublié ce qui était une promesse de sa campagne en 2017. Mais on parle de la même chose en réalité, c'est-à-dire il nous dit, mais il nous dit ça va changer. Mais est-ce que ça va changer ? Ah oui, Benalla n'est plus dans le paysage, mais d'autres le sont, que Mediapart a souvent épinglé et continue d'épingler. Alors quand j'ai commencé à vouloir faire une liste, entre autres choses en lisant Mediapart, je me suis aperçu que ça faisait quand même pas mal de monde. Alors, un certain nombre
sont simplement mis en examen ou ont des difficultés. Hein. Mais enfin, je me suis dit, est-ce qu'on aura un environnement plus propre ? Est-ce qu'on aura vraiment des gens choisis pour leur propreté ? Pas simplement pour des raisons morales ou moralisatrices, mais parce que un homme politique qui est parfaitement propre, c'est aussi un homme politique qui a le sens du bien commun. Et donc, c'est ça l'enjeu. Donc voilà, mais c'est pas le cœur de mon livre, mais j'ai voulu signaler que c'était un vrai problème. Vous revenez beaucoup sur les polémiques identitaires menées y compris par des membres du gouvernement. On parle pas là juste de l'extrême droite, hein, on parle pas juste de la droite, de la droite ou de l'extrême droite. On parle de membres du gouvernement qui ont mené des polémiques identitaires. Et vous dites que le président les a laissés prospérer. Alors, entre guillemets, wokisme, entre guillemets, islamo-gauchisme, toutes ces polémiques qui nous ont beaucoup occupés. D'ailleurs, on vous avait reçu pour ça l'an dernier. Vous les listez et vous en montrez d'ailleurs la récurrence et comment ça a été très important en fait, notamment depuis 2 ans. Et vous les trouvez particulièrement graves. Pourquoi ? Elles sont graves sur le fond parce qu'elles nous disent quelque chose. J'ai besoin de 30 secondes ou d'une minute pour vous l'expliquer. On est là pour ça. Elles nous disent la chose suivante. Quand on est dans une démocratie, il faut un principe d'unité, le corps social dans sa totalité, et un principe de gestion des différences. Des intérêts contradictoires, des religions, etc. Il faut que tout ça puisse être géré. Et la démocratie, c'est ce qui évite que ce soit géré de manière violente. Donc, le principe d'unité et la capacité de traiter de la pluralité des choses. Ceux qui sont sur ce combat-là, ce sont des gens qui inventent une conception de la République qui se substitue à la conception classique de l'unité qu'apporte la nation. Ils ne sont pas spécialement nationalistes, il peut y en avoir. Ils ne sont pas tous souverainistes, il peut y en avoir. Mais ils en appellent à l'unité du corps social. Mais en faisant ça, pourquoi pas ? Mais en faisant ça, quand on les écoute bien, tout ce qu'ils nous disent, c'est wokisme, intersectionnalité, études post-coloniales, études décoloniales, études de genre. Et ça, tout ça, c'est malsain, tout ça, c'est dangereux. Autrement dit, ils prennent des cas extrêmes qui sont effectivement scandaleux. Moi, jamais j'accepterais un certain nombre de choses qui sont évoquées, mais qui sont, comment dirais-je, secondaires, très minoritaires, pour jeter le bébé avec l'eau du bain et pour nous dire, en gros, pourvu qu'on n'ait pas MeToo en France, pourvu qu'on n'ait pas Black Lives Matter en France, etc. Et très souvent, pas toujours explicitement, pas chez tous, mais très souvent, islam et islamisme sont deux notions qu'on confond plus ou moins allègrement. Et donc, pourquoi je suis en guerre, si je puis dire, intellectuelle ou politique ou idéologique contre ça, c'est parce qu'au nom d'un principe d'unité que tout le monde accepte, tout le monde est républicain aujourd'hui, sauf peut-être Marion Maréchal, et encore, tout le monde est républicain. Donc au nom d'un principe que tout le monde valorise, idem pour la laïcité, eh bien on se débarrasse de ce qui conteste, de ce qui proteste. Qu'est-ce qui est visé dans ces batailles-là ? Alors on a beaucoup dit, y compris des proches d'Emmanuel Macron pendant tout ce quinquennat, disaient mais il faut bien occuper l'espace, on a une extrême droite qui est très présente, donc et on veut ce combat par ailleurs face à Marine Le Pen au 2e tour, donc bon, c'est une façon, valeurs actuelles, l'entretien de Macron à valeurs actuelles, c'est une façon d'occuper ce terrain-là, mais bon en fait évidemment c'est pas ce qu'on croit. Mais qu'est-ce qui est visé pour... Alors, je vais vous répondre en vous disant d'où ça vient, parce que ça vous indique qui est visé. Je crois que tout ça a pris son essor avec les attentats terroristes islamistes. Ouais. Et que ce qui est visé, au-delà de l'islamisme, c'est l'explication que je viens de vous donner, ça devient aussi l'islam. Qu'autrement dit, je pense que si on veut comprendre ce raidissement, il faut partir de 2015, peut-être pas de Charlie d'ailleurs, mais surtout du Bataclan. Et deuxième étape, il y en a eu d'autres importantes, mais de l'assassinat de Samuel Paty. Je crois que c'est ça qui a raidi ce discours au point où il en est devenu ridicule. Il y a je décris tout ça dans ce livre. Il y a un colloque hallucinant de bêtises. Animé par Jean-Michel Blanquer. Ouvert par Jean-Michel Blanquer. Conclu par un personnage qui a été... En pleine pandémie, par ailleurs. Oui, bah ça. Alors ça, c'est l'écume des jours, évidemment. Et puis en pleine pandémie et de retour de, je sais plus quelle île. De retour de vacances, voilà. Qui avait défrayé la chronique, mais bon. Et conclu par quelqu'un qui avait été le conseiller de Macron pour les questions universitaires et de recherche, et qui maintenant pilote une instance qui se présente comme neutre et qui contrôle la vie universitaire. Et donc, si vous voulez, ce qui est grave, que ça existe, évidemment, mais ce qui est grave, c'est que Macron laisse faire. Et donc,
Alors vous me direz en même temps, ah oui, en même temps il laisse faire des choses très différentes. Mais moi ça me gêne. Vous dites qu'il laisse se prospérer, et vous dites même sous votre présidence une radicalité idéologique se réclamant de la République a pris un élan et une force étonnante. Donc il y a une nouveauté, une gradation nouvelle. Voilà, alors je voudrais dire quelque chose qui est un peu tordu, un peu compliqué. Quand on parle extrémisme, en général en France, on pense d'abord extrême droite. On peut penser ultra-gauche, mais je laisse la gauche de côté. Mais on pense d'abord extrême droite. C'est ça l'extrémisme auquel on pense. Eh bien, je pense que ces courants, dans leurs versions les plus dures, je dirais pas qu'ils sont d'extrême droite, mais ils fabriquent une nouvelle radicalité extrême. Hein. Et c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Alors, ils ne sont pas, comme je l'ai dit, nationalistes, mais je vous donne un exemple assez tangible. Ils sont contre l'antisémitisme. Très bien, merveilleux. Mais quand on les écoute, la plupart du temps, pas toujours bien sûr, mais dans l'ensemble, l'antisémitisme, où est-ce qu'il est ? Il est chez les musulmans. Autrement dit, ils sont contre l'antisémitisme, mais certaines formes d'antisémitisme les mobilisent vraiment très peu. Et par contre, dès qu'il est musulman, ça les mobilise beaucoup. Donc si vous voulez, ce sont des combats que je crois, moi, dangereux, inquiétants pour la démocratie. C'est ça que vous dites. Et ce sont des combats qui nous divisent, mais où on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire, bien sûr qu'il faut se débarrasser de l'islamisme, mais enfin on ne peut pas traiter l'islam comme l'islamisme. Bien sûr. C'est ça le problème. Votre livre, il commence par la question démocratique et celle des libertés publiques qui vous inquiète beaucoup, et c'est cette question qu'on va développer maintenant. Avec en visio depuis Berlin la juriste Stéphanie Hennette-Vaucher. Bonjour, vous êtes professeure de droit public à l'université Paris-Nanterre et vous avez publié ce livre, La démocratie en état d'urgence quand l'exception devient permanente. Ça a été publié au Seuil. Et avec toi, Bérénice Gabriel, salut de la rédaction. Dans un instant, on va voir ton reportage. Peut-être Stéphanie Hennette-Vaucher, un mot sur ce qu'on vient de dire avec Michel Vievorka, cette nouvelle méthode qu'a annoncée Emmanuel Macron, moins verticale, plus collégiale, moins brutale d'une certaine façon, s'il en croit la question des libertés publiques. Pareil, même question, est-ce que vous y croyez ? Comme Michel Vievorka, mon rôle ici n'est pas d'y croire ou de ne pas y croire, mais de documenter les leçons qu'on peut tirer de l'expérience passée. Et c'est vrai que de ce point de vue, le quinquennat qui s'achève, il est assez marquant puisqu'il a été inauguré par le tour de passe-passe qu'a constitué la loi SILT, la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, qui, la veille du jour où l'état d'urgence antiterroriste devait prendre fin, a transposé 4 des principales mesures de l'état d'urgence dans le droit commun. Et puis ensuite, on se rappelle ce qui s'est passé. On a normalisé l'état d'urgence et face à chaque difficulté, les gilets jaunes, la pandémie, on a en fait recouru à cette panoplie très sécuritaire pour répondre en réalité. Donc face aux gilets jaunes, on a tous vu le raidissement du maintien de l'ordre, l'adoption de la loi anti-casseurs en 2019, le développement des pratiques de garde à vue préventive, etc. Et puis face à la pandémie, on a eu immédiatement le réflexe état d'urgence, la création d'un état d'urgence sanitaire, sous l'empire duquel on continue de vivre aujourd'hui, près de 2 ans plus tard. Donc effectivement, moi, je ne sais pas si ce que je crois n'est pas intéressant. En revanche, ce dont je suis certaine, c'est qu'il est très important de faire un bilan critique de la manière dont les libertés ont effectivement été traitées au cours du quinquennat qui s'achève pour pouvoir savoir exactement comment envisager le prochain.